Si j'ai testé le Lumix S5 Mark II? Ouais, je pense bien. Mais par contre, j'ai été grave déçu. Ouais, je vais pas m'en cacher, j'ai été déçu. J'ai été déçu car j'ai l'impression que le point le plus important n'a pas été abordé. Quand je teste un boîtier, j'essaye toujours de me projeter. Est-ce que je pourrais l'utiliser et surtout pourquoi est-ce que je viendrais à l'acheter? Avant de partager ma passion de la vidéo en ligne, je suis surtout un consommateur et j'ai besoin d'un élément déclencheur pour me dire « Ok, là, j'ai un truc que je trouve nulle part et auquel j'ai enfin accès ». Et il y a un truc qui est unique à la gamme S de Lumix et qu'aucune autre marque ne propose. Une série d'optiques fixes allant de 18 à 85 mm, ouvrant toutes à f1.8, de même taille, presque du même poids et dont l'ensemble des 5 optiques revient à 2800 hors TVA. 5 optiques fixes, lumineuses, légères, ergonomiquement identiques, de bonne qualité et dont l'ensemble coûte moins de 3000 €. C'est unique en son genre et ça pour moi c'est de l'élément déclencheur. Tu ajoutes à ça un bon boîtier performant et sincèrement, je vois pas ce qu'il faut de plus. Après, le problème, c'est que je suis pas certain que tout le monde aura cette réflexion car je pense qu'il faut un certain temps de pratique pour se rendre compte à quel point c'est compliqué de disposer d'un set d'objectifs accessible sur le budget et surtout que tu sais prendre avec toi partout car ils sont petits et légers. Du coup, je vais revenir sur le boîtier et te partager mon retour d'expérience avec. Ça fait plus d'1 mois que je l'utilise de façon assez intensive. C'est à rappeler que j'ai utilisé un GH5S pendant presque 2 ans de mémoire. Un boîtier que j'adorais à l'époque car sous le format hybride, Lumix est la marque qui propose la solution la plus complète en outils d'assistance pour la vidéo. Par contre, c'est toujours le même problème que pour la série d'optiques fixes. Tu ne sais apprécier cette qualité qu'après un certain temps de pratique de la vidéo. Et au final, c'est presque logique. Si je reviens à mes débuts dans la vidéo, je n'allais pas être enthousiasmé par une waveform alors que c'est grâce à ce genre d'outils que tu sais correctement exposer ton image. Même chose pour le fait de pouvoir changer le réglage de l'obturateur de vitesse en angle, ou même l'outil de marqueur de sécurité personnalisable. Ici, la vidéo que je publie sur YouTube, elle est dans un format bien particulier afin d'utiliser tout l'écran d'un smartphone. Et bien grâce à ce marqueur personnalisable, je sais voir ce qui sera dans mon cadre. Et la liste pour ces outils, elle est mais tellement longue que je pourrais t'en faire une démo sur terrain pendant 3 heures facilement. Dans le format hybride, tu peux prendre n'importe quelle autre marque, sur n'importe quel autre budget. Il n'y a strictement rien de mieux que ce que propose Lumix à ce jour. Rien que pour ça, le S5 Mark II offre la meilleure chose qui pourrait t'arriver, c'est-à-dire la marge d'apprentissage la plus longue et la plus complète dans l'univers de la vidéo et sous un seul boîtier. Si je venais à le donner à un professeur dans l'audiovisuel, il serait en mesure de passer chaque élément technique présent dans la vidéo et ce tout au long de l'année. Au niveau de l'image, le résultat est présent car le capteur du S5 Mark II offre 14 diaph de dynamique. C'est une dynamique qui est devenue un standard en 2023, mais un standard pour les boîtiers dont le prix moyen oscille entre 2006 et 4500 € taxes comprises. Or ici, c'est toujours à rappeler que le boîtier est dispo pour 2200 €. J'ai un très beau rendu sur les teintes de peau et le V-Log fait un super bon boulot. J'ai même la possibilité d'intégrer jusqu'à 10 luttes dans le boîtier. Même dans mon enregistreur Atomos, je n'ai pas la possibilité d'intégrer autant de luttes alors que c'est quand même vachement pratique. J'ai la possibilité de filmer jusqu'en 6K à 30 images secondes et pour cette résolution de 6K, tu auras le choix de retenir 2 informations. Soit tu ne jures que par des spécifications techniques, et dans ce cas tu retiendras qu'il s'agit de 6K en 10 bits 420, alors que tout le reste est en 10 bits 422. Ou bien, si tu es un véritable utilisateur sur terrain, tu retiendras que la résolution 6K te donne droit au mode OpenGate. Ce mode te donne la possibilité de filmer sur l'entièreté du capteur avec un ratio de 3/2. Si tu fais de la production pour les réseaux sociaux, crois-moi que tu vas adorer ce mode car ça te donne la possibilité de décliner plusieurs variantes de format entre de l'horizontal, du vertical, carré ou 4/5. C'est un mode tellement important que j'en ai déjà dédié une vidéo par le passé. Pour la 4K, il est possible d'aller jusqu'en 4K 60 images secondes, mais attention qu'un crop s'applique sur l'image dès les 60 images secondes activées. Il est certain que de ne pas avoir de crop aurait été préférable. Mais ce qui est aussi certain, c'est que j'ai beaucoup plus à gagner avec une caméra disposant d'un crop en 4K 60 images secondes, mais offrant un mode OpenGate, qu'une caméra n'ayant pas de crop en 4K 60 images secondes, mais pas de mode OpenGate. Il s'agit ici encore d'éléments que tu ne peux apprécier que lorsque tu sais ce que tu fais, ce que tu veux, et ce qui te fera surtout gagner du temps.
peux aussi aller encore plus loin que du 60 images secondes, jusque 180 images secondes pour être exact, mais ce sera alors limité à du Full HD. Je sais que certains se diront que de ne pas avoir de 4K 120 images secondes en 2023 est un peu limite, mais c'est une erreur de penser ça car le problème c'est pas la résolution, mais bien la qualité hyper moyenne à laquelle nous sommes habitués en Full HD. Or ici tu peux voir par toi-même que le résultat en Full HD 120 images par seconde est hyper clean. Et je peux te dire que c'est encore plus visible depuis mes fichiers sources non compressés par YouTube. Les performances en basse lumière sont aussi très bonnes car il embarque un double ISO natif. C'est un procédé inventé par Lumix et dont j'étais un utilisateur convaincu du temps du GH5S. Le tout sera enregistré sur carte SD via un double port, offrant ainsi des possibilités de backup ou de relais lors de l'enregistrement. Concernant le rolling shutter, ce ne sera pas le leader du secteur, mais ce ne sera pas non plus le dernier. Et c'est à mentionner qu'il est plus rapide que celui du S5 Mark I. Pour la partie autofocus, l'évolution est présente et tout le monde sera d'accord là-dessus. Il est décrit comme un autofocus hybride entre détection de phase et contraste et fait un super bon boulot. C'est un outil sur lequel tu peux à présent compter lors de son utilisation. Si tu le laisses totalement en roue libre, tu pourras encore avoir quelques accroches, mais si tu sais ce que tu fais et ce que tu veux filmer, crois-moi qu'il sera sans faille. Lors de mes différentes utilisations, je savais exactement ce que je voulais et comment je le voulais. Je n'ai donc eu aucun souci. Même chose, il faudrait presque une vidéo making-of de 30 à 40 minutes sur le terrain pour t'en montrer le fonctionnement et surtout les possibilités de paramétrage afin que tu puisses comprendre comment celui-ci fonctionne. Tu retrouves de la détection d'êtres humains ainsi que des animaux. La détection d'autres sujets comme des voitures, motos, avions, trains, etc. n'est pas présente, mais par contre, on retrouve le suivi d'objets. Le suivi d'objets en utilisation vidéo n'est pas encore universel chez toutes les marques, mais c'est ici le cas pour le Lumix S5 Mark II, et c'est vraiment tout bon quand tu fais du packshot. Pour la stabilisation capteur, je reviens en terre inconnue car j'avais à l'époque en complément du GH5S le GH5 qui embarquait déjà une stabilisation incroyable. Je retrouve des performances encore meilleures sur ce Lumix S5 Mark II, et du coup ça fonctionne en combinaison de mon élément déclencheur d'achat. Comme la stabilisation capteur fonctionne super bien, il n'est donc pas nécessaire d'intégrer celle-ci dans leur série d'optiques fixes. Les optiques seront donc plus légères, plus petites et moins élevées sur le prix. Tu as plusieurs modes de présent pour configurer la stabilisation et la rendre plus efficace suivant tes besoins. L'ergonomie du boîtier pour la prise en main est très bien pensée par rapport à sa taille et son poids. Chaque bouton physique est assignable à une commande. L'écran tactile répond bien. Bref, depuis que je l'utilise, j'ai pas vraiment eu la sensation de me dire « Ah tiens, j'aurais peut-être fait ça autrement ». Non, ici c'est bien pensé et c'est efficace. C'est le genre de boîtier que tu glisses dans ton sac à dos et que tu vas pas regretter si tu dois marcher 10 km avec. L'autonomie est correcte sans être exceptionnelle, mais il est possible de l'alimenter par powerbank via son port USB-C. Et comme il ne surchauffe pas, peu importe les modes, eh bien tu peux faire une captation longue durée pour un séminaire ou un spectacle, tout en étant alimenté via son port USB. Je l'ai d'ailleurs embarqué sur une diffusion live avec un enregistrement interne dans le boîtier. Le live commençait à 9h du matin et finissait à 18h. Tu enlèves les pauses et le S5 Mark II a diffusé et enregistré pendant plus de 6 heures sans broncher et chauffer. Alors je te le mentionne par acquis de principe, même si l'inverse relève plus du crime que de l'ingéniosité, mais il dispose d'une sortie Full HDMI. Tu peux te rassurer sur le fait que ton câble tiendra bien en place si tu viens à disposer d'un moniteur externe ou transmetteur sans fil. Moi, mon problème ici, c'est de ne pas trop t'ennuyer devant ton écran, car sinon je pourrais faire tenir cette vidéo pendant 1 heure sans aucun problème. Je pourrais aborder le fait qu'un module audio XLR est présent en option pour te donner accès à 4 canaux audio. Je pourrais te montrer des outils uniques à Lumix comme le recadrage live qui donne un zoom dynamique dans ton image et de façon native, les transitions de points multiples, le limitateur de mise au point, toutes les déclinaisons de résolution à disposition, le fonctionnement du niveau pédestel, la compensation dominante de couleurs, l'enregistrement de fichiers segmentés. Bref, la liste est tellement longue que c'est ce qui en fait sa force. Le S5 Mark II, si tu ne le prends pas en main, si tu ne connais pas tous les outils vidéo qu'il intègre,
Si tu utilises uniquement des objectifs zoom et pas fixes, si tu regardes uniquement tes besoins sans prendre en compte celui de plein d'autres, ou si tu te limites juste à une guerre de spécifications techniques, tu ne peux pas comprendre son importance ainsi que la performance qu'il affiche. Moi, j'ai par exemple aucun problème à te dire que pour de la vidéo, et si je devais choisir entre un R6 Mark II ou le S5 Mark II, eh bien c'est le S5 Mark II que je prends et sans hésiter une seule seconde. Le boîtier est super bon et présente un élément déclencheur d'achat pour moi avec la série d'optiques fixes. Et puis surtout, il fait du bien au marché car toutes les marques sont occupées à tirer les tarifs vers le haut alors que eux se sont concentrés pour offrir le plus sur un prix le plus bas. C'est un super bon rapport qualité-prix et qui permettra peut-être de refaire descendre le prix moyen du marché. En fait, Lumix, le seul véritable problème qu'ils avaient, c'était l'autofocus, car tout le reste était bon. Et comme ici, ils ont corrigé l'autofocus, eh bien ça en fait une machine de guerre pour un prix de dingue. J'espère pouvoir le manipuler encore dans le futur afin de le faire apparaître sur la chaîne via différents projets car c'est vraiment génial de voir un si bon outil avec un tarif accessible. Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir garder un boîtier le plus longtemps possible et surtout que je puisse évoluer avec celui-ci. Je n'ai jamais autant appris sur la vidéo que du temps où j'utilisais le GH5S. Et l'expérience est encore décuplée avec le S5 Mark II. C'est donc logique que je te souhaite aussi de découvrir cela. Pour moi, ce boîtier est une petite réussite et si tu viens à craquer dessus, n'hésite pas à passer par mon lien d'affiliation présent en description. N'hésite pas à me partager en commentaire ton avis et bien entendu de façon constructive sur ce boîtier. Qu'aurais-tu fait de mieux dessus par rapport à son prix et le fait d'être en plein format? Comme je ne suis pas certain de l'avoir encore sur la chaîne dans le futur, je me suis dit que je pouvais encore te donner plus qu'un simple retour d'expérience avec le partage de ma configuration. On va changer de scène et je vais te montrer comment j'ai configuré le S5 Mark II. Ça pourra te donner une meilleure idée sur son ergonomie et sa facilité d'utilisation, mais cela aussi pourra aider celles et ceux qui viendraient à craquer dessus. Voilà, je te retrouve à présent ici avec le S5 Mark II. Je vais t'expliquer en fait comment j'ai configuré celui-ci, que ce soit au niveau des presets ou même au niveau de l'assignation des raccourcis sur les boutons physiques. Au niveau des presets, on a donc C1, C2, C3, mais au niveau de C3, eh bien on a C3.1, C3.2 et C3.3. Donc sur C1, je vais directement retrouver de la 4K en 24 images par seconde, toujours sur le Vlog bien entendu. En C2, on va retrouver de la 4K en 60 images par seconde, toujours en Vlog. Et alors, en C3, suivant les applications, eh bien, je vais avoir différents modes. Ici, par exemple, comme tu peux le voir, je suis sur le mode OpenGate, donc en 6K, avec le mode OpenGate en Vlog. Et donc, c'est assigné à C3.2. Si je vais sur C3.1, je vais retrouver de la 4K en 24 images par seconde. Alors, je suis toujours en Vlog, mais par contre, là, j'ai choisi le mode qui vient directement brûler la lutte d'affichage dans mon image. Et c'est super intéressant en fait. C'est super intéressant parce qu'au moins ça te permet d'avoir une meilleure dynamique que si tu étais uniquement dans le profil standard. Donc c'est très important en fait parce que ça te permet justement de maximiser la dynamique du capteur tout en ayant une image qui est exploitable en sortie de boîtier. Donc c'est super intéressant. Et puis après, je vais retrouver directement ici de la Full HD en 120 images par seconde. Donc j'ai quelques préconfigurations qui sont faites et qui sont justement prêtes à être utilisées. Et ce qui est important parce que ça te permet d'avoir une réactivité immédiate. Donc c'est génial. Je reviens ici en C1, ça sera plus simple. Alors maintenant, je vais voir avec toi l'assignation des boutons raccourcis.
Le premier bouton raccourci que j'ai assigné, c'est celui qui est juste sur le côté droit, à côté de l'objectif. Quand je viens appuyer celui-ci, eh bien, je viens à désactiver la lutte d'affichage, ce qui me permet d'avoir un retour visuel sur mon image brute sur le log. C'est super important pour moi. C'est super important pour moi parce que ça me permet en fait de vérifier les éléments qui peuvent être soit être sous-exposés ou surexposés d'une façon différente. En revoyant directement le log, eh bien, je peux voir directement ce qui bruite ou pas, ou alors éventuellement ce qui viendrait être trop surexposé. Parce que bien entendu, ici, ben, la lutte d'affichage fait un excellent boulot, mais quelquefois, elle pourra éventuellement t'induire en erreur en te faisant penser que certains éléments sont surexposés alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est important pour moi en fait d'avoir justement ce retour visuel immédiat. Donc, lorsque j'appuie dessus, boum, voilà, je récupère le log et sinon, je reviens sur la lutte d'affichage. Très important. Ensuite, je vais avoir trois boutons qui sont présents ici sur le dessus. Le premier sera sur la balance des blancs, classique, je contrôle ma balance des blancs. Le deuxième sera sur la montée en ISO, même chose, je contrôle ma montée en ISO. Mais le troisième sera encore plus important, parce que le troisième, en fait, je l'ai assigné à un raccourci qui me permet en fait de basculer au niveau du premier et deuxième signal, donc la gestion du double isonatif. Donc lorsque je suis sur le low, comme tu peux le voir, on est à ISO 640, et maintenant si je viens à appuyer sur le high, directement je bascule à ISO 4000. Et c'est super important parce que ça me permet justement de basculer d'un signal à l'autre et de façon très rapide, et surtout d'avoir justement une méthode de travail qui va toujours respecter la dynamique du capteur. Donc c'est super important d'avoir justement cette gestion-là. Alors comme tu peux le voir, il y a le mode auto, hein. Donc dans un monde parfait, je voudrais même pouvoir supprimer le troisième choix qui est le mode auto. Ce n'est pas le cas. En attendant, j'ai une bonne réactivité justement avec low et high, donc c'est super bien fait. Ensuite, on va basculer sur les boutons qui sont devant. Le bouton AF On, eh bien, je l'ai directement assigné à ma waveform. Donc ma waveform, c'est ce qui me permet justement de contrôler mon log. Alors le gros avantage, hein, c'est que voilà, tu peux la déplacer comme bon te semble. Tu peux directement diminuer sa taille. Donc ça, c'est un peu unique en fait à Lumix, hein. Il n'y a que eux qui ont une telle gestion au niveau de l'affichage sur la waveform. Rien que pour ça, c'est dingue parce que bon Dieu que la waveform, ça fait plaisir. C'est quasiment en fait au même niveau personnellement que les fausses couleurs. Donc c'est un outil qui est génial et surtout ici de l'avoir sur un bon retour visuel, c'est top. Donc ce qui fait qu'en fait avec les deux boutons qui sont ici, moi je peux très bien avoir mon retour visuel, boum, sur le brut. Je regarde directement ma waveform, voilà. Donc c'est vraiment très très bien fait, très bien pensé. Alors évidemment, ben, tout est combinable, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un outil qui ne peut pas être utilisé en même temps qu'un autre, hein. On sait qu'il y a certaines marques en tout cas qui bloquent l'affichage de deux outils de façon simultanée. Ici, c'est pas le cas. Ici, tu as un contrôle complet. Donc c'est vraiment pratique à ce niveau-là. Ensuite, je continue. Alors, au niveau ici du sélecteur, on va retrouver justement le mode qui permet de passer en mise au point manuel, mise au point continue ou alors simple. Quand j'appuie sur le bouton dessus, eh bien, j'ai le choix au niveau des différents types de mise au point qui me permet d'avoir un contrôle justement sur une zone multiple, une zone complète ou alors tout simplement un suivi d'objets. Donc, très pratique à ce niveau-là avec évidemment la détection, la prise en charge en tout cas de l'être humain, donc très pratique. Ensuite, si je le désire, je peux très bien directement assigner des raccourcis au niveau des flèches qui sont juste ici. Donc haut, bas, gauche, droite, je peux très bien assigner. Je ne l'ai pas fait, je vais t'expliquer après pourquoi. Ensuite, on a le bouton ici retour qui me permet directement d'avoir accès à ma jauge de niveau. Le bouton display qui me permet directement de basculer sur les différents types d'affichage, donc très pratique. Et le bouton ici LCD Viewfinder qui me permet de basculer de l'affichage du LCD au Viewfinder, donc classique. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas assigné en fait justement de raccourci lorsque je viens appuyer sur les flèches au bas, gauche, droite? Eh bien parce que les autres en fait raccourcis, je les ai directement intégrés ici dans le menu Q qui est justement bien fait pour moi parce qu'il va reprendre les différents outils. Le premier outil que j'ai assigné en raccourci, c'est le balayage synchronisé. Donc le balayage synchronisé, c'est celui justement qui va te permettre d'avoir un réglage beaucoup plus précis au niveau justement de ton angle ou de ta vitesse d'obturation, de ton angle d'obturation. Donc comme tu peux le voir ici, je suis à 180 degrés. Si j'appuie directement sur dessus, je bascule à 240 degrés. Maintenant, si je viens activer justement le balayage synchronisé, eh bien, tu peux voir que je bascule à 181, 182, 183 et ainsi de suite. J'ai un réglage beaucoup plus précis. C'est un outil qui est génial dès l'instant où tu es face à de l'éclairage de mauvaise qualité, que tu as du scintillement qui est à l'image. C'est quelque chose qui est génial et qui est super important. Donc là, tu vois, je l'ai à portée de main. Je peux le désactiver et l'activer. C'est quelque chose d'assez pratique. Si je me retrouve dans un endroit, par exemple une concession automobile et qu'on est encore on est dans un atelier et qu'il y a de la lumière type
type tungstène, etc., de mauvaise qualité, eh bien, je sais directement contrôler ça de façon assez simple. Ensuite, je vais avoir ici le réglage au niveau du micro, ce qui me permet directement de régler en fait le volume de façon assez simple, hein. Donc voilà, j'appuie sur le bouton Q, boum, je règle directement ici mon niveau du micro. Très simple à ce niveau-là. Ensuite, je vais avoir les différents modes de stabilisation au niveau du capteur. Donc, tu le verras que j'ai même une deuxième assignation un peu plus bas. Donc là, même chose. Donc ici, c'est ce qui me permet justement d'améliorer la stabilisation. Et tu peux voir qu'on a un petit crop qui s'applique au niveau du capteur. D'accord. Je continue. Là, je vais directement avoir la possibilité de connecter en fait le S5 Mark II à l'application mobile qui fonctionne extrêmement bien. Ensuite, alors là, de nouveau, c'est un choix de ma part. C'est un choix en fait que j'ai fait parce que j'aime bien avoir un affichage hyper clair. Je vais te montrer. Si je reviens ici sur l'écran classique, comme tu peux le voir, je n'ai pas de jauge au niveau de l'audio. Je ne sais pas voir comment est mon niveau d'audio parce que je préfère avoir un affichage hyper clean. Maintenant, si je reviens sur On, eh bien voilà, j'ai mon affichage au niveau de l'audio. J'ai ma jauge audio qui est présente. Donc là, même chose, ça me permet directement de l'assigner ou de ne pas l'assigner au niveau de l'affichage. Ensuite, je vais avoir un outil qui est super important, qui est justement l'outil de marqueur. Alors, ça, c'est un outil qui est très important pour moi parce qu'il y a beaucoup en fait de réalisation de contenu qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux. Et dès que tu es en mode horizontal sur les réseaux sociaux, eh bien, ça veut dire que ça implique une lecture principalement sur smartphone ou sur tablette, mais principalement en tout cas sur smartphone. Et ce qui est important, c'est que si on veut avoir justement l'utilisation complète en fait de l'écran du smartphone, eh bien, on n'est pas vraiment sur une résolution qui est de l'ultra haute définition. Donc pour ça, eh bien, quand je viens à l'activer, donc ici comme tu peux le voir, il n'y a strictement rien, d'accord. Alors je vais peut-être avoir un affichage beaucoup plus simple. Maintenant, je vais venir l'utiliser. Voilà, je le mets sur On. Et alors, comme tu peux le voir, voilà, j'ai un marqueur de sécurité qui est présent. Et ce marqueur de sécurité, eh bien, il sait directement me dire en fait ce qui sera et ce qui ne sera pas dans le cadre au niveau de l'export final de ma vidéo. Donc moi, c'est super important. Et principalement aussi, évidemment, pour les vidéos que je viens à faire moi-même pour ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est le genre d'outil que j'adore. C'est génial en tout cas d'avoir ça à disposition. Alors évidemment, tu peux le personnaliser comme bon te semble, hein. Ça, c'est un peu à toi de voir, mais tu personnalises directement ce marqueur de sécurité. C'est génial. C'est génial, c'est vraiment un outil qui est puissant et que j'adore utiliser. Voilà. Alors, je continue. Alors, on a ici, juste en dessous, la case au niveau de l'autofocus. Alors, pour ça, je vais réactiver l'autofocus. Et alors, ici, j'ai directement mes petits réglages. Donc, si j'appuie dessus, je viens avoir la personnalisation de l'autofocus, qui me permet directement de prendre le contrôle au niveau de la vitesse des moteurs de l'autofocus et au niveau de la sensibilité, ce qui me permet justement de dire, voilà, soit tu ne lâches pas le sujet, ou soit tu peux te laisser influencer par ce qui va graviter autour. Super important pour moi, en tout cas, d'avoir accès à cela. OK ? Je reviens en mise au point manuel. Alors, je continue ici. L'autre mode de stabilisation, toujours, qui me permet de valider en fait des stabilisations qui vont quasiment être équivalentes à, en fait, à un mode trépied, hein. Donc c'est très bien pensé, c'est très bien fait. Je continue sur le côté. Alors ici, on va retrouver le recadrage live. Le recadrage live, c'est un outil en fait que j'utilise depuis le GH5S et qui est vraiment génial. Alors tu peux directement ici sélectionner en fait le temps, soit de 20 ou 40 secondes. On va partir sur 20 secondes. Comment est-ce que cela va se passer? Donc déjà ici, tu vas pouvoir le valider si tu en as envie. Voilà. Et tu retrouves deux marqueurs qui sont présents. Et tu viens en fait à choisir justement ici la taille au niveau du marqueur. Donc je vais directement cliquer sur ajuster et tu peux choisir en fait le système de zoom dynamique que tu peux avoir. Voilà, ici par exemple, je viens de valider le premier, voilà, et on va ici valider maintenant le deuxième. Voilà, je suis en train de valider le deuxième. C'est fait, c'est en ordre. Si je lance l'enregistrement, eh bien tu peux voir que j'ai un zoom dynamique qui est en train d'être appliqué, hein. Comme tu peux le voir, j'ai un dézoom au niveau de mon image qui se fait. Donc c'est génial. Voilà, c'est de façon native directement dans le boîtier. Tu auras une image qui va intégrer un zoom dynamique et l'image va s'arrêter au niveau de l'enregistrement au bout de 20 secondes. Donc c'est vraiment un outil que j'adore. C'est unique en fait justement à Lumix. Il n'y a qu'eux qui intègrent ça. Je trouve ça génial en fait de penser à nous de cette façon. Donc tu le choisis soit sur 20 ou 40 secondes. Je reviens ici sur off, donc très important de l'avoir. Ensuite, je vais avoir le choix ici de basculer au niveau de la détection des sujets. Est-ce que je veux que ce soit un humain? Si c'est le cas, ça se focalise vraiment sur tout le corps. Est-ce que je veux que ce soit,
je reviens dessus, est-ce que je veux que ce soit uniquement sur les yeux ou est-ce que je veux que ce soit être humain ainsi que les animaux? Donc là, tu choisis directement ce qui t'intéresse. Moi, j'aime bien être sur le mode humain. J'ai remarqué que c'était là-dessus, en tout cas, que j'avais la meilleure détection au niveau des êtres vivants. Et quand je dis être vivant, je veux bien entendu, je parle évidemment d'être humain et plus particulièrement avec le boxeur où là, je voyais bien que j'avais une détection hyper fluide avec ce mode-là. Je continue. Alors, ici sur le côté, je vais directement avoir mes grilles de cadrage qui sont présents avec les différents modes. Donc, même chose, hein, c'est si j'ai envie d'avoir justement un retour visuel plus clean, eh bien, je désactive en fait la grille de cadrage qui m'intéresse et qui ne m'intéresse pas. Donc là, je choisis ce qui me plaît, je reviens ici, je laisse sur off. Et alors, pour terminer, je vais avoir le mode de transition de mise au point multiple. Donc là, en fait, je sais programmer jusqu'à 3 types de mise au point, jusqu'à 3 points à différentes distances. Et le boîtier, en fait, va effectuer une transition de mise au point sur la durée, sur les distances que tu décides d'avoir et avec 3 points clés au maximum. Donc, c'est vraiment super bien fait. Et comme tu peux le voir, justement, avec l'assignation de tout ça dans le bouton, dans le menu Q, eh bien, j'ai pas besoin de plus. Voilà, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin en tout cas d'assigner des raccourcis en plus à ce niveau-là. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai un boîtier qui va vraiment me répondre au doigt et à l'œil, sur lequel j'ai une ergonomie de travail qui est vraiment pratique. Donc, c'est vraiment top en tout cas de retrouver une ergonomie pareille pour les vidéastes. C'est vraiment quelque chose que dès que tu commences à le prendre en main, voilà, ça te fait toujours bizarre après quand tu reprends un boîtier qui ne t'intègre pas toutes ces assistances et surtout tout ce principe qui est fait pour justement t'aider en tant que vidéaste. Tu sens vraiment en fait qu'ils ont pensé en fait par le passé à comment les vidéastes travaillaient et comment ceux-ci justement devaient interagir sur le terrain avec les différents outils. Le simple fait de ne pas bloquer en fait un outil avec l'autre, déjà ça c'est brillant, et d'aller aussi loin dans le développement, même voilà, je reviens ici rien que sur la waveform, c'est génial, il n'y a qu'eux qui font ça, donc voilà, c'est une ergonomie qui est vraiment parfaite. Au final, c'est compliqué de lui trouver des défauts à ce boîtier. En tout cas, si tu prends en compte tout ce que je viens de te mentionner et montrer durant cette vidéo. J'ai un passé avec Lumix, un passé qui aura eu des hauts et des bas, mais sache que je suis sincère quand je te dis que ce boîtier est vraiment très bon. Cela fait 1 mois que je l'utilise et j'ai vraiment aimé cette période. J'ai aimé retrouver cette ergonomie pensée pour les vidéastes et j'ai surtout adoré manipuler cette série d'optiques fixes à f1.8. Si tu disposes déjà d'un boîtier Lumix à monture L, fonce sur cette série. Et si tu comptes t'offrir le S5 Mark II, eh bien investis dans cette série. J'en suis vraiment ultra fan et j'espère même qu'un 135 mm f1.8 verra le jour afin de la rendre totalement complète. Comme à l'habitude, si tu veux en savoir plus sur l'univers de la vidéo, n'hésite pas à parcourir le reste de ma chaîne car il y aura certainement une autre vidéo qui viendra répondre à l'une de tes questions. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.